Je crois que c'est bon. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Peut-être attendre de voir. Oui, très bien. Hop. Eh bien, bienvenue à vous pour ce webinaire du 15 octobre 2024 pour la semaine de l'évolution professionnelle organisée en partenariat avec l'APEC et l'Avenir Actif. Oui, tout est OK. Bonjour à tous. Cela fonctionne. Son et image OK. Parfait. Okay. Hop. Donc, c'est un événement qui est organisé par mon conseil en évolution professionnelle en partenariat avec l'APEC et Avenir Actif. Et aujourd'hui, alors donc, oui, vous avez la possibilité de répondre de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas. On prendra un peu de temps après chaque information, peut-être chaque slide, pour voir s'il y a des questions qui se dégagent des informations et de cette animation. Nous y répondrons en fin de webinaire, pas forcément. Je pense que ce sera l'occasion d'y répondre au moment voulu. Donc là, je vois qu'on est 100, soit ça arrive, donc bienvenue au nouveau. Bonjour à vous. 174, 176, ça continue de grimper. Je vais doucement, peut-être au début, le temps que tout le monde arrive. Parce que je vois que ça grimpe encore, donc on a le temps. 182, voilà, les gens arrivent petit à petit. On va peut-être commencer autour dans 2 minutes, on va dire. Alors, pouvez-vous mettre la première slide? Oui. Si c'est bien celle-là dont vous parliez. On vient de finir le webinaire précédent. Moi, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez appris beaucoup de choses. Je suis tout seul pour ce webinaire. Bon, vous verrez sur la slide de présentation que je suis censé être accompagné, mais que ma collègue est malheureusement souffrante, donc ne peut pas co-animer avec moi. Je vais donc assurer seul la présentation. Ça va être peut-être un peu sportif de lire les questions, d'animer en même temps. Vous m'en voudrez pas si jamais je rate une question. N'hésitez pas à la reposer dans le chat par la suite. Et j'essaierai de répondre au maximum de questions possibles. Bon, je vois qu'on est 208 et que ça arrête un peu de grimper. Je vais donc commencer. Donc, pour rappel, on est sur le webinaire du 15 octobre, organisé par mon conseiller en évolution professionnelle en partenariat avec l'APEC et Avenir Actif. Les questions, vous pouvez les poser dans le chat et on prendra le temps d'y répondre, pas forcément en fin de webinaire. La semaine de l'évolution professionnelle, c'est du 7 au 18 octobre 2024. Donc, pour certains, vous le savez, puisque vous sortez d'un webinaire. C'est dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle et c'est 100% gratuit et disponible à tous. Donc, je me présente. Je suis Sacha Sulerziski, je suis psychologue référent sur le dispositif Parcours Emploi Santé à La Réunion. Donc, le Parcours Emploi Santé, pour faire simple, c'est un dispositif proposé par France Travail qui vise à accompagner des bénéficiaires, des demandeurs d'emploi qui ont
des freins au retour à l'emploi qui sont liés à leur santé. Donc, je les accompagne là-dessus. Et je devais être accompagné par mademoiselle Cécile Mottet, conseillère en évolution professionnelle pour Avenir Actif à La Réunion, qui malheureusement ne peut pas être présente parmi nous aujourd'hui et qui s'en excuse. Je vais donc assurer seul ce webinaire et la remplacer du mieux que je peux. Aujourd'hui, on va parler de la QVCT. Vous le savez, vous êtes inscrit à ce webinaire. Le webinaire s'appelle « La qualité de vie au travail ». J'aimerais tout de suite faire le changement de nom, en fait. On parle aujourd'hui de QVCT, de qualité de vie et des conditions de travail. Je vais expliquer pourquoi dans la suite. Parce que tout d'abord, on va faire un petit tour du contexte historique et socio-économique, de pourquoi on en est là aujourd'hui à parler de qualité de vie et des conditions de travail, et plus seulement de qualité de vie au travail, et comment on en est venu à prendre ça en considération, à prendre cet élément de la vie au travail, de la qualité au travail en considération dans le contexte socio-économique. Donc, quelques dates pour revenir là-dessus. En fait, dans les années 2000, on a remarqué que la problématique de la santé au travail est de plus en plus forte. Ça, c'est principalement dû à l'augmentation et la prise d'importance de la mondialisation. La mondialisation qui va créer donc une concurrence accrue entre les entreprises, entre les différents pays, entre tous les différents acteurs. Et donc, pour se démarquer, les entreprises, les acteurs doivent augmenter la productivité, augmenter donc la productivité qui va détériorer l'environnement de travail et qui influence la santé physique et psychique des collaborateurs, des travailleurs. Ça amène à 2007, où la souffrance psychique au travail est la première cause de consultation pour maladie professionnelle en France. Et ça amène à une prise de conscience politique et des acteurs principaux sur l'importance de prendre en compte la souffrance psychique au travail. Pardon. En 2008, un accord professionnel sur le stress au travail et un accord national interprofessionnel sur le stress au travail. En 2009, un plan d'urgence sur la prévention du stress, un accord santé et sécurité dans la fonction publique, la fonction publique qui sera généralement précurseur, on va dire, puisque les politiques publiques vont s'intéresser principalement au départ au secteur public. 2010, accord national interprofessionnel, et on arrive comme ça jusqu'en 2013, où on a un projet d'accord cadre relatif à la prévention des RPS dans la fonction publique. RPS, je le rappelle, c'est les risques psychosociaux. Donc, on est passé on se rend compte qu'il y a une souffrance qui est de plus en plus importante dans les entreprises, une souffrance physique, une souffrance psychique de plus en plus importante dans les entreprises, à un projet d'accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique qui va se généraliser par la suite. Et l'approche RPS, l'approche des risques psychosociaux, c'est l'approche du risque, en fait, d'éviter le risque. On n'est pas encore au niveau de la qualité de vie au travail qui viendra après. C'est une approche sur la prévention, principalement. La prévention primaire, secondaire et tertiaire, qui sont des concepts que vous connaissez peut-être déjà. Vient ensuite, à la suite de ça, le 19 juin 2013, l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. Là, déjà, on passe de risques psychosociaux à qualité de vie au travail. On commence à changer un peu de paradigme. La qualité de vie au travail comporte en fait
les risques psychosociaux. On ne peut pas faire de la qualité de vie au travail sans s'intéresser aux risques psychosociaux, mais elle englobe beaucoup plus de choses où on va s'intéresser pas seulement à ce qui dysfonctionne, mais aussi à ce qui fonctionne et comment on peut améliorer ce qui fonctionne déjà, comment on peut améliorer le bien-être et les conditions, la qualité de vie au travail. En 2014, arrêté pour une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail. En 2016, troisième plan santé au troisième avec 3 axes. Donc promotion de la santé et du bien-être, approche positive QVT plutôt que RPS et dialogue social au centre du dispositif. C'est à partir de 2016 qu'on parlera d'approche QVT plutôt que d'approche RPS qui vient remplacer en fait ce terme-là. On parle toujours aujourd'hui de RPS, mais ça s'inscrit dans une approche QVT. D'ailleurs, entre 2014 et 2020, la prévention des RPS constitue un axe majeur de la stratégie européenne de la santé et de la sécurité au travail. Donc à partir de 2014 et puis à partir de 2016, on adopte le terme QVT plutôt que RPS. En 2017, on a la suppression de 4 facteurs de pénibilité sur 10 définis en 2015. Donc petit retour en arrière, c'est-à-dire que en 2015, on a défini des facteurs de pénibilité. Alors, je n'ai pas la liste là avec moi, mais vous savez, c'est la chaleur, la pression, le froid, l'intensité de l'activité physique. Il y en a 4 qui sont supprimés en 2015. Et ça nous amène à l'inscription, en fait, dans le Code du travail il y a du bruit, le bruit. Alors, je ne sais pas d'où vient ce bruit. C'est peut-être le ventilateur de mon ordinateur. Dans ce cas-là, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis désolé. Est-ce que ça continue, ce bruit ? Ah oui, le bruit, d'accord, pardon, excusez-moi. Oui, effectivement. Oui, le bruit est un facteur de pénibilité, effectivement. Donc, vient s'inscrire dans le Code du travail et dans la loi des articles qui sont là pour protéger les travailleurs et qui obligent les employeurs à prendre en considération ces choses-là, notamment l'article 4121-1 du Code du travail. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ça devient une obligation de l'employeur. L'employeur est obligé de mettre en place des mesures pour la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça prend en compte également la santé mentale. Donc, l'évaluation des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Et enfin, également, l'article L 1152-1 du Code du travail. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par là, on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience politique jusqu'à inscrire dans le Code du travail des mesures de protection pour les travailleurs. Ça nous emmène à quelques constats en 2024. Quelques constats en 2024 tirés de la grande enquête QVCT de Cali Social de janvier 2024. Cette enquête nous informe que 53 des travailleurs sont désengagés. Un Français sur 2 ne se considère pas en bonne santé mentale. Je vous lis, effectivement, il y a tous les facteurs de pénibilité qui sont cités là en ce moment.
Et on peut voir en fait que la qualité de vie et des conditions de travail a un impact sur l'engagement dans le travail, sur la santé et sur le bien-être. Effectivement, 53% des personnes se sentent désengagées dans leur travail. Les Français Alors, je vois si on peut éviter de faire sa pub dans le chat, parce que j'essaie de lire vos commentaires en même temps, ce qui n'est pas chose forcément très aisée. Je regarde s'il y a des questions, etc. Je fais en sorte. Si on peut éviter de faire sa pub dans le chat, ça m'arrangerait, s'il vous plaît. Je vous remercie d'avance. Alors, pour les recours en termes d'employés, on peut s'orienter vers les différents acteurs de la santé au travail. Donc, que ce soit déjà communiquer avec l'employeur, en parler, les référents de prévention, donc le comité d'hygiène, de santé et environnement, qui a changé et qui est le CSE, pardon. Effectivement, la médecine du travail, et puis l'inspection du travail, les délégués du personnel, comité d'entreprise, le CHSCT, effectivement, qui a évolué vers le CSE. Hop. Voilà. Ouais, je vous remercie, Madame Permarty. Effectivement, si vous avez des questions, on peut les garder pour la fin. Ce sera pas. Je laisserai un temps après chaque présentation. J'essaierai d'y penser. Effectivement, il peut y avoir quelques coquilles qui se glissent dans ma présentation. Je m'en excuse d'avance. Et l'étude que je présente actuellement, ça concerne une étude générale sur la vie professionnelle. C'est une étude sur la satisfaction de vie en général. Ah oui, bah. Ensuite, j'en étais où personnellement? Donc, la qualité de vie au travail impacte les Français de manière sur la santé et sur le bien-être. L'étude montre aussi que 88% des Français considèrent la QVCT comme prioritaire ou importante, et leurs attentes concernent avant tout la santé et les relations au travail. 54% jugent, donc des questionnés, jugent la QVCT comme prioritaire, 34% comme importante mais pas prioritaire, et seulement 8% et 4% comme secondaire ou à ne pas prendre particulièrement en compte. Et ça montre qu'il y a eu un changement dans les mentalités où le travail ne représente plus seulement un endroit où on va travailler, mais comme un endroit où on vit, et qu'il nécessite de prendre en considération ces choses-là en amont. L'étude permet aussi de montrer un avancement, enfin l'impact des actions mises en place pour la QVCT, où on voit par exemple que l'organisation avec une qualité de vie et des conditions de travail augmente l'impact sur la santé mentale des collaborateurs, excusez-moi, de 61% par rapport à une organisation à QVCT limitée.
On voit également qu'il y a un impact de la QVCT sur le bien-être des collaborateurs, un impact de la QVCT sur l'engagement au travail et un impact sur la performance des organisations. Forcément, une organisation avec des collaborateurs plus engagés, plus heureux, en meilleure santé, sera une organisation qui marchera mieux, sera une entreprise qui sera plus performante. Et donc, ça nous amène à pouvoir dire que la QVCT, la qualité de vie des conditions de travail et les mesures qui sont mises en place dans ce système-là a un impact prouvé sur la santé, le bien-être et l'engagement des travailleurs et sur la performance des organisations. Il y a donc un enjeu monétaire. Par exemple, j'avais noté quelques chiffres. L'estimation des coûts liés au stress en entreprise, ça peut aller de 2 à 3 milliards d'euros selon l'INRS, donc l'Institut en charge des risques et de la sécurité au travail. En Grande-Bretagne, jusqu'à 25,9 milliards de livres par an pour le coût du stress et de la santé mentale au travail. C'est pas négligeable. Et ce n'est pas négligeable et c'est important de le prendre en compte pour les entreprises, et notamment par les responsables et les managers. On va faire un tour du coup par la qualité de vie et des conditions de travail et la motivation et voir le lien qu'il peut y avoir entre ces deux-là. Pourquoi j'aimerais parler de la motivation? Parce que la motivation, c'est un marqueur de la qualité de vie au travail. Un employé qui est motivé dans son travail, qui a envie d'aller travailler, sera un employé qui aura plus de chances de se sentir bien dans son travail. Ce sera un employé employé ou tout autre, qui aura envie, qui sera performant, enfin plus que s'il va travailler à reculons. La motivation, qu'est-ce que c'est? Selon Vallerand et Thiel en 1993, c'est un construit hypothétique permettant de décrire les forces internes et externes qui engendrent l'initiation, la direction, l'intensité et la persistance d'un comportement. Donc on peut se demander si la motivation, on peut la provoquer chez les gens, on peut rendre quelqu'un motivé. La réponse est non. Rendre quelqu'un motivé, c'est impossible puisque c'est quelque chose de très personnel, la motivation. C'est comme le dit cette définition, c'est un construit interne. Ce sont des forces internes qui engendrent le comportement, enfin l'initiation, la direction, l'intensité et la persistance. Et donc, comment on peut favoriser finalement l'émergence de la motivation, favoriser un contexte, favoriser un environnement motivant? Ça, c'est possible. On ne peut pas créer la motivation chez quelqu'un, on peut créer un environnement qui motive. Pour cela, il faut s'intéresser aux besoins psychologiques fondamentaux des employés, enfin de tout le monde, de tout à chacun. Ils sont au nombre de 3. On a le besoin d'autonomie, le besoin de compétences et le besoin d'affiliation sociale. On peut partir du principe que si ces 3 besoins sont nourris, la personne saura trouver de la motivation et cela va nourrir sa motivation. Le besoin d'autonomie, c'est le besoin de se sentir responsable de ses actes et de ses actions, de sentir qu'on a notre propre marge de manœuvre, le besoin de se sentir autonome finalement, qu'on ne soit pas constamment surveillé, de savoir que notre avis est pris en compte, qu'on a un pouvoir d'agir sur les choses. Le besoin de compétence, c'est le besoin de savoir que ce besoin d'agir sur les choses, il est efficace, qu'on est compétent, que notre savoir, enfin nos compétences, donc nos savoirs, nos savoir-être, nos savoir-faire, sont mises à l'épreuve et qu'on a le pouvoir d'agir et de modifier l'environnement. Exactement, on n'est pas infantilisé.
Et le besoin d'affiliation sociale, c'est le besoin de se sentir appartenir à un groupe, le besoin de faire partie d'un tout, de se sentir finalement entendu, compris, et d'avoir la possibilité de se faire entendre et d'être entendu. Mais c'est également la possibilité d'entendre. Comment ces besoins-là vont venir jouer avec la motivation? Attention, le prochain schéma est un peu compliqué, mais il n'est pas très important. Je l'ai mis pour vraiment avoir un exemple, enfin, que ce soit peut-être plus clair. Les facteurs contextuels, les facteurs sociaux, contextuels et situationnels, donc les facteurs de l'environnement, on va dire, vont venir influencer ces besoins-là, vont venir influencer l'autonomie, le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'appartenance sociale. Ces besoins-là, ils peuvent être soit... l'environnement peut soit nuire à ces besoins-là, soit les nourrir, soit y être totalement indifférent. Savoir que l'indifférence est une forme de nuisance. Donc ça, c'est selon Lafrenière et collaborateurs en 2009. Si jamais il y en a qui veulent aller plus loin, c'est tout ce qui découle de la théorie. Et bien forcément, le nom va m'échapper au moment où j'en ai besoin. Bon, je reviendrai dessus si jamais. Hop. Tout ce qui découle de la théorie de l'autodétermination, pardon. Et on peut voir ici que donc ces besoins-là viennent influencer, sont médiateurs, donc viennent modifier l'impact de l'environnement sur la motivation. Ensuite, la motivation situationnelle, contextuelle et globale, ça, c'est pas très important pour là tout de suite, c'est rentrer un peu trop dans le détail, je trouve. Mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour les managers, surtout? Qu'est-ce que ça veut dire pour les organisations? Ça veut dire que pour le besoin d'autonomie, par exemple, c'est contrer le règne de l'arbitraire. Un manager doit pouvoir expliquer une décision qui a été prise, même si la décision n'a pas été prise en concertation avec l'employé. Si on est amené alors attendez, MIMEAM, voilà. Je vais revenir dessus. MIMEAM, ce sont les abréviations de motivation intrinsèque, motivation extrinsèque et amotivation. À chaque fois, les besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance sociale peuvent avoir un impact sur la motivation, qu'elle soit globale, contextuelle ou situationnelle. Et dans cette situation, dans ces groupements de motivation, pardon, on peut retrouver de la motivation intrinsèque, de la motivation extrinsèque et de la motivation. Pour faire court, la motivation intrinsèque, et puis ce sont des données de 2009, on ne parle même plus aujourd'hui de motivation intrinsèque. Mais pour faire simple, la motivation intrinsèque, c'est la motivation qui... la personne va être motivée pour la réalisation de la tâche en elle-même. La motivation extrinsèque, la personne va être motivée pour atteindre un but extérieur à la tâche qu'elle est en train de réaliser. Et la motivation, c'est l'absence de motivation. Donc, pour les besoins psychologiques fondamentaux et ce qu'il est important de prendre en compte pour les managers et pour les responsables d'entreprise, pour la direction, tout ça, c'est le besoin d'autonomie. Le besoin d'autonomie, ça revient à contrer le règne de l'arbitraire, comme je le disais, c'est-à-dire expliquer les raisons. Effectivement, dans une grande entreprise, on ne peut pas ne pas imposer des choses. Il y a des moments où ça devient obligatoire pour que ça tourne, pour que les choses se fassent comme elles doivent se faire, s'il y a un cahier des charges à respecter, etc. Des fois, on n'a pas le choix. Mais ce choix, en fait, qu'on n'a pas, on peut l'expliquer. Pourquoi on n'a pas le choix et pourquoi on a fait pourquoi on a pris telle ou telle décision.
l'expliquer et communiquer avec ses employés, avec son équipe, pour expliquer justement les raisons et que les personnes comprennent, en fait. Le besoin de compétences, se former et faire des retours constructifs. Pour les managers, ça, c'est quelque chose pour lequel je pense et j'ai tendance à me battre pour ça. C'est que être manager, ça ne s'improvise pas. Être manager, c'est prendre en considération des êtres humains. Ce n'est pas seulement répondre à des chiffres, ce n'est pas seulement faire avancer une entreprise et répondre à un cahier des charges. Être manager, c'est se confronter à des besoins humains, des besoins à des équipes. Et donc, pour être manager, on a besoin de se former, parce que sinon, ça peut avoir des impacts importants. Notamment la santé psychique et physique de ses collaborateurs, de son équipe. Donc être manager, c'est se former. C'est aussi permettre aux autres de se former, à son équipe de se former. Faire des retours constructifs, c'est effectivement, si un tel a fait quelque chose qui n'est pas à la hauteur des attentes, lui expliquer pourquoi. Ça paraît du bon sens, en fait, quand on en parle, mais en entreprise, dans les organisations, ça l'est pas forcément. C'est prendre le temps de communiquer. Et enfin, l'affiliation sociale, c'est montrer un intérêt sincère et authentique et laisser la possibilité de soutenir en retour. Le manager doit s'intéresser en fait à son équipe, prendre en considération leur avis et leur permettre de eux-mêmes soutenir. En fait, un manager, ça reste un être humain. Il peut avoir ses moments de faiblesse, il peut avoir ses coups de mou, on va dire. Donc, son équipe peut aussi être là pour être derrière lui et le soutenir. Et effectivement, se sentir soutenu et sentir qu'on a de l'importance pour son manager parce qu'on est là pour lui ou pour l'aider, etc., ça peut et ça permet de se sentir intégré à un tout, à une équipe et de se sentir plus impliqué dans la vie de l'entreprise. Effectivement, la formation ne garantit pas non plus un manager efficace et bienveillant. Ça, après, c'est de la responsabilité de la direction et de ses supérieurs à lui qui ont décidé de nommer quelqu'un qui ne fait pas malheureusement l'affaire. Alors, qu'est-ce que la QVCT, la qualité de vie des conditions de travail? Alors, est-ce que dans la fiche de poste du manager, pour éléments que vous citez, sur ce que le manager est censé... Excusez-moi, je n'ai absolument pas compris la question. Si vous parlez de la fiche de poste malheureusement n'est pas forcément tout le temps exhaustive et concerne bien souvent ce qu'il est censé faire en termes de chiffres, mais tout ce qui est à côté de la prise en charge de son équipe, etc., bien malheureusement, je ne crois pas que ça fasse partie de la plupart des fiches de poste. Donc, selon l'accord national interprofessionnel QVT de 2013, la qualité de vie au travail définit la qualité de vie comme les actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail pour les salariés et performance globale de l'entreprise. La QVT est également associée aux attentes fortes d'être pleinement reconnue dans l'entreprise et de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Depuis mars 2022, la QVT est remplacée par la QVCT. C'est ce que je vous disais au tout début de ce webinaire. Pour réaffirmer que qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions de travail, la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance dans le cadre de son organisation. Effectivement, on ne parle plus seulement de qualité de vie au travail, mais de qualité des conditions de travail. C'est, comme le dit très justement cette définition, la possibilité de chacun, la possibilité qu'a chacun de faire du bon travail
et de le faire dans de bonnes conditions. La QVCT, c'est donc largement utilisé comme terme pour désigner la démarche utilisée pour intervenir en entreprise. On fait une démarche QVCT, on fait un plan d'action QVCT pour désigner comment on va venir intervenir dans l'entreprise pour améliorer les conditions de vie et la qualité de la vie et des conditions de travail. La QVCT, c'est toute une démarche qui peut prendre du temps, dans laquelle on donne la parole aux collaborateurs, on donne la parole aux managers, et c'est un travail de co-construction entre les équipes, entre la direction et entre l'intervenant qui vient pour améliorer tout ça. Par contre, la QVCT, ce n'est pas mettre un baby-foot dans l'open space. Ça, c'est l'idée que peuvent se faire certains. C'est donner l'impression qu'il y a un baby-foot. La QVCT, ce n'est pas donner simplement de la poudre aux yeux, en fait. Ce sont des vraies démarches qui s'appuient sur des apports théoriques et scientifiques démontrés par la science. Effectivement, tout ce que vous pouvez lire là sur cette affiche, donc des after-work, un coup de peinture, la confrontation entre les employeurs, projets ponctuels, les cours de yoga, etc. Tout ça, en fait, indépendamment et sans une vraie prise en charge et sans une vraie démarche mise en place bout à bout de A à Z, ce n'est pas de la QVCT. La QVCT, enfin, si on met un baby-foot dans l'open space, il faut permettre aux gens d'y jouer, en fait. Si on met en place des choses, ce n'est pas pour derrière contrôler que le travail n'est pas fait, qu'il manque telle ou telle chose. Et vous allez voir qu'en fait, les démarches, je vais vous présenter les grandes démarches et les grandes thématiques de la QVCT. Et ce que je vous ai présenté juste avant sur la motivation et sur le fait de nourrir ses besoins psychologiques fondamentaux, je vous présente ça parce que c'est comme une grille de lecture que vous pouvez utiliser pour voir non seulement si dans l'organisation, vous avez moyen de vous épanouir de manière sur le point de vue des compétences, sur le point de vue de l'affiliation sociale et sur le point de vue de l'autonomie, s'il y a des choses qui vous choquent, s'il y a des choses des sortes de red flags qui vous font dire non, là, je sens que ce ne sera pas ma place, je sens qu'il y a un travail à faire. Et ben, tout ça, c'est ce travail sur les besoins psychologiques fondamentaux permet justement d'avoir cette grille de lecture. Donc, en partant de là, ce qui est visé, la QVCT est centrée sur les pratiques managériales. C'est pour ça que je parlais des managers tout à l'heure. Sur le maintien durable dans l'emploi, les trajectoires professionnelles, la conduite des transformations et les relations interpersonnelles. Il s'agit aussi d'agir en matière de prévention primaire sur la qualité du contenu du travail, de l'environnement physique, des relations de travail, du dialogue social et des modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail. Là-dedans, il y a plusieurs choses importantes, notamment la prévention primaire. Effectivement, la QVCT prend en compte les RPS, les risques psychosociaux, mais également tout ce qui ne va pas et tout ce qui pourrait aller mieux. Mais c'est aussi accepter de changer ce qui va déjà, mais qui pourrait aller mieux. Il y a des fonctionnements d'entreprise, il y a des entreprises où ça va, mais ils mettent en place quand même des démarches QVCT pour que ça aille mieux. L'autre chose de très importante, c'est le dialogue social. On va le voir tout au long des démarches que je vais vous présenter. Il ne peut pas y avoir de démarche QVCT sans dialogue social. Le dialogue social, qu'est-ce que c'est? C'est permettre à chacun de s'exprimer librement sur les conditions de travail, sur la qualité de vie au travail. Et ça commence à chaque fois pratiquement par
un questionnaire, par exemple, anonyme, qui permet de rendre compte et de soulever les questions qui vont être questionnées et mises sur le tapis pendant la démarche QVCT. Effectivement, donc ça applique tous les travailleurs. Sur différents thèmes, que ce soit l'organisation, la flexibilité des horaires de travail, le droit à la déconnexion. La démarche QVCT doit commencer par donner la parole aux collaborateurs, donner la parole aux principaux intéressés en fait, des conditions de travail. Et les objectifs d'une démarche QVCT, c'est, comme on l'a dit, de permettre à chacun de faire du bon travail, de construire progressivement une organisation du travail favorable, à la fois à la santé des personnes et à la performance globale de l'entreprise. Il y a 4 objectifs principaux à une démarche QVCT. Améliorer les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, apprendre à mieux fonctionner ensemble, permettre à chacun de participer aux évolutions de l'organisation et viser un modèle de développement acceptable et soutenable. Là, on peut déjà faire le lien avec les besoins psychologiques fondamentaux. Améliorer les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail en donnant à chacun la possibilité de s'exprimer, le besoin d'autonomie pour se sentir écouté, le besoin de compétences et le besoin d'affiliation sociale. Dans chaque démarche, dans chaque action, on peut retrouver ces 3 piliers, on va dire. Apprendre à mieux fonctionner ensemble, besoin d'affiliation sociale, besoin d'autonomie également. Permettre à chacun de participer aux évolutions de l'organisation, besoin de compétences, besoin d'autonomie. Et cette grille de lecture, elle peut permettre de favoriser en fait le contexte et l'environnement de travail pour chacun. La QVCT que pour les entreprises qui se portent bien, pas forcément. C'est accessible à toutes les entreprises qui le souhaitent, quelle que soit la situation de la structure, quels que soient les résultats économiques et ses perspectives. La direction et les représentants doivent être en capacité de dialoguer ensemble et dans une optique de protection des personnes et de prévention, les éventuelles situations de malaise interne, de souffrance au travail doivent être traitées sans attendre. Effectivement, quand on met en place une démarche QVCT, il y a des urgences, il y a des priorités à avoir. S'il y a vraiment des gens en souffrance, l'important, c'est de régler les souffrances avant de régler ce qui va bien. Une démarche QVCT, elle a 3 dimensions. La démarche se construit sur des ambitions communes, elle s'appuie sur des principes méthodologiques éprouvés et elle traite de sujets en lien avec le travail. Effectivement, travailler sur la qualité de vie et des conditions au travail, c'est pour parler du travail et des conditions de travail et de l'environnement de travail. Qui décide de mettre en place cette démarche? En règle générale, c'est la direction. Mais ça peut être aussi le CSE ou les instances et les acteurs de la santé au travail. La définition de bon travail est propre à chaque personne. Comment mettre en place une QVCT qui convienne à tous? Ça me semble compliqué. Effectivement, la définition de bon travail est propre à chaque personne et c'est pour ça que c'est important de permettre à chacun de faire du bon travail comme il l'entend. Je suis d'accord sur le fait que faire du bon travail, c'est être en fait fier de ce qu'on a produit et fier du travail qu'on a fait. Maintenant, ce travail ne répond peut-être pas aux exigences, mais justement aux managers et aux instances du management, on va dire, d'expliquer pourquoi ce n'est pas suffisant. D'expliquer ou de revoir ou de faire des mouvements internes, des mutations internes, on peut dire, pour permettre à la personne de s'épanouir, en fait. Et des fois, ce n'est pas possible. Mais il y a des fois où certaines personnes sont à des postes alors qu'elles s'épanouiraient plus à d'autres endroits. Les 3 ambitions communes de la QVCT, concilier amélioration de la santé des salariés et performance globale de l'entreprise.
c'est pouvoir faire un travail de qualité dans de bonnes conditions en trouvant du sens à son activité. Effectivement, faire du bon travail, comme on le disait, c'est trouver du sens dans son travail. Et le sens, on peut le trouver justement par ses besoins psychologiques fondamentaux. Si on a, entre autres, si on a, comment dire, si on trouve du sens dans son travail, on sera d'autant plus motivé à le faire et à le faire bien. Donner à chacune et chacun du pouvoir d'agir sur son travail, donc renforcer le pouvoir d'agir, qu'il soit individuel ou collectif. Là, on revient sur le besoin de compétences et d'autonomie. Et ensuite, améliorer le travail d'aujourd'hui et de demain, c'est améliorer concrètement les façons de travailler d'aujourd'hui. C'est l'objectif de la QVCT. La QVCT, la démarche de QVCT, repose sur 7 principes et méthodes. Pour cela, ça doit être un engagement commun qui est pris au démarrage de la démarche. Quand on décide de mettre en place une démarche QVCT, il faut que la direction et les employés se mettent d'accord sur comment on va faire. Donc encore une fois, ça demande de la communication entre les différentes strates hiérarchiques. La vision de ce qu'est la QVCT, et ainsi que ses objectifs concrets sont travaillés collectivement. Encore une fois, c'est un travail collectif. Et enfin, le pilotage et le déroulement de la démarche sont définis en commun. Bon, voilà, on décide en commun de mettre en place la démarche, on décide de comment on va le faire, et on décide de comment ça va se mettre en place et quels sont les objectifs. Les actions à mener dans le cadre de la démarche QVCT s'appuient sur un partage des constats et des priorités. Je ne vais pas revenir sur chaque point. Vous aurez accès à la rediffusion du webinaire et vous pourrez faire pause pour lire un petit peu les différents exemples de mise en place pour répondre aux objectifs. Mais par exemple, agir collectivement pour améliorer le travail nécessite d'identifier en commun des sujets à traiter et de les investiguer ensemble, si besoin au moyen d'un état des lieux. Comme je le disais tout à l'heure, la démarche QVCT commence pratiquement à chaque fois par un état des lieux, souvent par le biais d'un questionnaire, mais pas que. Ça peut être simplement des entretiens. C'est pour ça également que la plupart du temps, on fait appel à un prestataire extérieur pour faire intervenir et faire l'audit, pour mettre en place la démarche. La démarche QVCT s'appuie sur des espaces où il est possible de parler du travail. C'est permettre à chacun de s'exprimer librement, sans risque d'avoir des conséquences derrière, notamment en faisant appel, par exemple, à un cabinet qui met en place ces démarches-là. Et pour répondre à votre question, Odile Salami, les acteurs, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les acteurs de la santé au travail, mais c'est une démarche qui ne peut pas être mise en œuvre sans l'accord de la direction et des responsables. Puisque bien souvent, ça va venir sur les pratiques managériales. Forcément, il faut que les managers soient en accord avec la mise en place de cette démarche-là. Et sans leur accord, rien ne peut être fait, malheureusement. Maintenant, les employés peuvent s'appuyer sur le CSE, sur les instances représentatives du personnel, pour en faire la demande, pour communiquer sur les défauts.
pour communiquer sur ce qui est améliorable, en fait. Hop. La démarche QVCT s'appuie sur des espaces où il est possible de parler du travail, on en a parlé, c'est permettre à chacun de s'exprimer. La démarche QVCT conduit à expérimenter concrètement de nouvelles façons de travailler ou de fonctionner dans l'entreprise. C'est pouvoir mener des expérimentations au cœur de la démarche QVCT. La démarche QVCT, en fait, il n'y a pas une recette miracle. C'est tester, c'est essayer des nouvelles manières de faire dans une entreprise pour voir si ça marche ou pas. Chaque entreprise est différente. Donc, pour pouvoir mettre en place quelque chose, il faut essayer. Il faut accepter d'échouer. Il faut accepter de se remettre en question, de remettre sa manière de voir et sa vision de l'entreprise en jeu pour tester de nouvelles façons de faire. La démarche QVCT, ses effets sont évalués et partagés. Effectivement, on met en place une démarche sans en évaluer les effets. Si on teste, à un moment donné, il va falloir voir si ça marche. Et pour voir si ça marche, on évalue et on teste. Les dimensions qui contribuent à la qualité de vie au travail peuvent passer par ces 6 sujets différents. L'organisation et le contenu, la réalisation du travail, les compétences et le parcours professionnel, l'égalité au travail, le projet d'entreprise et le management, le dialogue social et le dialogue professionnel, et la santé au travail et la prévention. Encore une fois, là-dedans, on va pouvoir retrouver les 3 piliers des besoins psychologiques fondamentaux. L'organisation, le contenu, la réalisation du travail. On peut retrouver l'autonomie. Est-ce que les personnes ont suffisamment d'autonomie? Est-ce qu'elles sont suffisamment libres dans la réalisation de leurs tâches et dans leur travail? Compétences et parcours professionnels, bien sûr, le besoin de compétences. Égalité au travail, besoin d'affiliation sociale. Est-ce qu'on fait partie d'un tout ou on se sent faire partie d'un tout, etc., etc. L'organisation et le contenu et la réalisation du travail, on peut permettre à chacun et à chacune de faire un travail de qualité dans de bonnes conditions. Exemple de pratique utile à adopter, je vous laisserai revenir sur les diapositives plus tard, parce que je vois que l'heure tourne. Mais par exemple, s'assurer de la clarté des rôles dans l'organisation et pouvoir en discuter. Qui fait quoi dans l'organisation et pourquoi? Quelles sont les missions de chacun? À qui on doit s'adresser quand on a une question? Si tout ça déjà c'est flou, on part sur de mauvaises bases. Prendre en compte l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment le droit à la déconnexion. Vous avez le droit de ne pas répondre à un mail le soir à 22h. Vous avez le droit de ne pas répondre au téléphone quand on vous appelle le week-end. Ça, ce sont des choses qui sont mises en place dans le code du travail. Intervenir sur les compétences et parcours professionnels, permettre à chacun et chacune de se développer au travail, d'envisager son avenir professionnel. Se développer, c'est se former, la formation, le droit à la formation tout au long de la vie, par exemple. Donc réfléchir avec les salariés, le service RH et les représentants du personnel aux modalités de recrutement et d'intégration. On ne recrute pas n'importe qui, n'importe comment. Pour faire du recrutement, il faut s'assurer d'avoir établi les compétences nécessaires et requises pour le poste en question. Pour ça, il faut établir une fiche de poste, il faut faire de l'analyse de poste, de l'analyse du travail. Tout le monde, qui n'est pas recruteur, qui veut. On retrouve dans le recrutement tout un tas de biais cognitifs qu'il est important d'avoir en compte, par exemple, pour ne pas recruter n'importe comment, en fait. Pour ne pas recruter sur des critères discriminatoires ou des critères qui n'ont rien à voir avec le poste en question. L'égalité au travail, assurer un égal accès à la QVCT pour toutes et tous, et chercher à résoudre les inégalités de conditions de travail et d'emploi selon les populations et les situations particulières. Donc, par exemple, un exemple de pratique, ça peut être proposer des indicateurs clés sur l'égalité au travail à observer dans la durée. Mixité, santé au travail, parcours et rémunération, formation, temps de travail. Là encore, on parle de communication et de transparence dans les échanges et dans la communication. Le projet d'entreprise et le management, permettre à chacune et à chacun de trouver du sens à son travail en lien avec le projet et la stratégie de l'entreprise,
et mener son activité de façon efficace et satisfaisante avec l'écoute et le soutien du management, en particulier en situation de changement. En exemple de pratiques utiles à adopter, partager régulièrement le projet et la stratégie de l'entreprise ainsi que leur évolution avec l'ensemble du personnel. Là, une fois encore, j'ai l'impression de me répéter depuis le début, mais c'est une question de communication et de transparence. Si on parle de la stratégie de l'entreprise, si on explique pourquoi on va dans telle direction à chacun, et bien là, le manager sera dans son rôle de favoriser l'autonomie. On ne prend pas une décision pour rien. On ne prend pas une direction pour rien. On vise quelque chose, à chacun de le comprendre et à chacun de travailler sur comment le faire comprendre à ses collègues et à ses collaborateurs. Enfin, le dialogue social et professionnel, faciliter les possibilités de parler du travail aux différents niveaux de l'entreprise, équipe, management, CSE, afin de construire et de mettre en œuvre des solutions d'amélioration de la QVCT. C'est soutenir les modalités du travail collectif, collaboration, coopération, entraide, tutorat, binomage, ou favoriser et accompagner les discussions sur le travail. Bon, là encore, communication. Il y aura sans doute d'autres termes. Là, effectivement, les premiers exemples que je prends à chaque fois reviennent sur cet aspect communicatif. Et le sixième, santé au travail et prévention, progresser en matière de prévention primaire des risques professionnels à tous les postes de l'entreprise et s'assurer que l'organisation et le management favorisent la santé au travail et le développement des personnes. Par exemple, articuler des démarches QVCT et prévention des risques professionnels, utiliser les résultats de l'évaluation des expositions aux risques professionnels, le DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est un document obligatoire dans toutes les entreprises et qui est un document qui doit être consultable par tous. Donc, et ce n'est pas simplement un document qui doit être là parce qu'il doit être là, il doit servir à quelque chose, ce document-là. Donc, on doit l'utiliser, on doit se servir des résultats de l'évaluation pour améliorer les choses, faire de la prévention. Et une fois qu'on a évalué les risques, une fois qu'on a évalué les risques, une fois qu'on a défini les risques professionnels, c'est bien beau, mais il faut faire quelque chose pour les minimiser, à minimum. Voilà. Vous pourrez retrouver la plupart de ces informations sur le site de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. L'ANACT peut vous accompagner à mettre en place pour effectivement 1 heure de temps. Je vois qu'on arrive à la fin. C'est bientôt terminé. L'ANACT peut vous accompagner à mettre en place une démarche QVCT. Tous les services de l'entreprise devraient être dans le DUERP. Oui, le DUERP doit prendre en compte l'intégralité des services et des postes si y a un risque qui a été évalué. Et à chaque changement dans l'organisation, le DUERP doit être mis à jour. Donc voilà, vous pouvez consulter ces informations sur le site de l'ANACT. Et c'est terminé. Voilà, je vous remercie. Effectivement, il nous reste 2 minutes, donc j'espère avoir répondu au maximum de questions et avoir été suffisamment clair dans mes explications. La prochaine fois, je prendrai un verre d'eau pour l'animation, parce que c'est un peu compliqué. Et puis, je vous remercie. Alors, mise à jour par la direction, et en général, ils font appel à... Alors, je réponds à Madame Ernout, excusez-moi, Valérie, pour mettre à jour le document unique, on fait appel souvent à un service extérieur, et ça doit être mis à jour par comment dire, la demande doit être faite par la direction. Voilà, et vous retrouvez les informations sur le conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire comment on peut y aller, que c'est un service gratuit, confidentiel, neutre, accessible et impartial. Vous pouvez consulter ça sur moncep.org. Les différents acteurs du service du conseiller en évolution professionnelle. Les objectifs du conseil. La mise en place. Le site internet. Et voilà.
Voilà, ben, je vous remercie d'avoir été si nombreux pour ce webinaire et je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bons webinaires prochains si vous vous êtes inscrits à d'autres webinaires.